Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous poursuivons la lecture de notre roman Les Heureux de Maman qui retrace l'histoire de Daniel Viaspo. Une histoire triste, pleine de tristesse. Une histoire que lorsqu'on lit, on ne peut pas s'empêcher de verser des larmes. C'est fou que certaines personnes vivent des histoires vraiment tristes sur cette terre. Quand tu lis ce genre d'histoire, tu te dis, mais diantre. Quand tu vois ta vie, tu te dis, mais tu te dis que tu as de la chance. Car l'histoire de Daniel Viaspo n'est pas qu'une histoire fictive. Elle est l'histoire de plusieurs personnes autour de nous qu'on ne connaît pas, qui traversent ce moment vraiment très difficile, ces moments tristes, ces moments malheureux. Sur ce, nous commençons. Chapitre 7. Michael Idriss était retourné au milieu des siens. Il faisait, en effet, partie d'un détachement médical qui s'occupait des habitants d'une grande forêt dans le sud-ouest du pays. Ils avaient la lourde tâche de sortir les autochtones d'une longue épidémie de plus en plus dévastatrice. Le jeune médecin était tellement lié d'amitié avec cette tribu de sauvages, comme les nommaient les autres médecins, qu'il les appelait les miens. En quittant la famille Biva, Michael avait la conscience tranquille. Son frère aîné Manuel lui avait confirmé son intention de prendre à sa charge et sous son toit les 3 enfants de son ex-fiancé, Daniel, et c'était certainement la meilleure solution que l'on pouvait espérer. Cela faisait maintenant 3 jours que la belle Anthony était rongée par la perte de Jean-Donald. Elle passait le plus clair de ses journées dans un parc botanique de la place à penser au bon vieux temps, assise toujours au même endroit sur le même banc public. Fritz dut prononcer plusieurs fois son prénom pour la ramener enfin à la réalité. « Anthony, fit-il, arrête de te détruire ainsi. Tu crois qu'il pense encore à toi, Jean-Donald? Non. Il prend du bon temps avec cette Natacha. Que connais-tu de l'amour, toi, Anthony? Tu ne seras rongé par cette histoire que, si tu te laisses faire, nous sommes toujours là, nous. Si tu as besoin de rire ou de parler, tu peux compter sur nous, ta famille. » Anthony n'en revenait pas d'entendre parler son frère cadet comme un adulte. Il grandissait et acquérait de l'espérance dans la vie. Elle s'en rendait maintenant compte. « Merci beaucoup, Fritz, finit-elle par dire. Mais je n'ai besoin de rien pour l'instant. Juste d'un peu de calme. Alors laisse-moi, s'il te plaît. Nous aussi, nous avons besoin de toi, Anthony. Nous sommes ici pour soutenir maman et non pas pour l'inquiéter, ne l'oublie pas. Je tâcherai de m'en souvenir. Laisse-moi maintenant, Fritz. » Anthony ne quitta pas son frère des yeux tandis qu'il s'éloignait. Elle le trouvait soudain vieilli, plus responsable, plus mûr. 2 hommes vinrent s'asseoir sur le banc, près d'Anthony. Sans interrompre leur conversation, l'un d'eux ouvrit un journal et se mit à l'examiner. Ils bavardaient assez longtemps sans qu'Anthony ne les remarquât, occupée qu'elle était à regarder son frère qui disparaissait petit à petit à l'horizon. L'homme au journal attira soudain l'attention de la jeune fille en prononçant le nom Biva. Elle est maudite, cette famille Biva. Il paraît même qu'elle a des enfants, la pauvre Danielle, demanda l'autre. Oui, 6 ou 7, je crois. Les malheureux, c'est eux qui vont payer les pots cassés. La conversation entre les 2 hommes devenait de plus en plus animée et Anthony n'en perdait pas un mot. Quand je pense que leur père est le vrai, s'il te plaît, les reniait en direct à la télévision il y a quelques mois. Il faut toujours s'attendre à tout avec les riches. J'en ai la lame à l'œil. Maintenant, c'est la mère qui les quitte. Anthony sentit soudain son cœur battre la chamade. Elle jetait un coup d'œil aussi rapide que discret dans le journal et lut l'un des grands titres qui disait « Daniel Biva, condamné à la mort ». La jeune fille sursauta et voulut en savoir davantage. « Excusez-moi, monsieur, fit-elle en arrachant presque le journal dont elle parcourut rapidement quelques lignes. Elle comprit alors ce que voulait dire son voisin. Son cœur bondit de nouveau et elle courut soudain vers la clinique. « Et le journal » cria l'un des hommes. « Laisse-la tranquille. Tu ne vois donc pas que c'est la petite Biva? Non, c'est vrai. J'espère vivement que tu te trompes. Je l'espère aussi. » La porte de la chambre de Daniel s'ouvrit brusquement et Anthony entra, toute larmoyante, brandissant le journal en marchant vers sa mère étendue dans le lit. « Maman, pour l'amour du ciel, dis-moi que c'est faux, supplia-t-elle. Daniel saisit le journal et lut le fameux titre et comprit que le moment était arrivé de tout dévoiler. Des larmes lui jaillirent presque aussitôt des yeux. « Qu'est-ce que c'est, maman ?»
s'inquiéta Fritz, en tendant la main vers le journal que sa mère plia et cacha sous elle. Mais enfin, que se passe-t-il? Insista le garçon. Ludovic, qu'Anthony avait réveillé en sursaut en ouvrant si brusquement la porte, pleurait toujours. Sa grand-mère le prit donc dans ses bras et l'emmena hors de la chambre. J'aurais tellement voulu vous annoncer les choses moi-même, commença Daniel une fois le calme rétabli. Pour Anthony, ces paroles signifiaient « oui, c'est vrai ». Elle s'installa lentement dans un fauteuil en face du lit et se cacha le visage entre les mains. « Maman, s'il te plaît, explique-moi ce qui se passe, supplia Fritz. »« Maman est condamnée, Fritz, » répondit Daniel en évitant le regard de son fils. « Les médecins pensent que la tumeur est très avancée. Elle ne me laisse plus que quelques semaines à vivre. » Anthony, dans son fauteuil, éclata en sanglots sans se découvrir le visage. Elle avait rarement entendu parole aussi cruelle. « Mais non, c'est impossible, » s'indigna Fritz. « Nous sommes venus te chercher, maman, pour te ramener chez nous. Ne me dis pas que tu vois les choses autrement. » Daniel ne pouvait rien faire d'autre que pleurer devant le désespoir qu'elle percevait dans la voix de son fils. Celui-ci alla s'installer dans un fauteuil près de sa sœur, maudissant intérieurement le jour de sa naissance. Il aimait bien se prendre pour un homme, un vrai, mais il avait trop de peine à contenir et pleura comme un enfant. « Papa nous réunit en public comme des personnes qu'il n'a connues que 5 minutes, » murmura le garçon, les yeux noyés et le regard plongé dans le vague comme s'il se parlait à lui-même. « Nous prenons les choses du bon côté grâce à notre merveilleuse mère et nous en sortons parfaitement. C'était trop beau pour durer. Au moment même où l'espoir renaît, tout se brise à nouveau. C'était trop beau. » Ces tristes paroles de Fritz accablaient sa mère et sa sœur. « Ne sois pas si abattu, mon chéri, » tenta Daniel. « Grand-mère vous aime beaucoup et elle a promis de prendre grand soin de vous. » « Tu n'auras même pas vu grandir l'homme que tu as formé, maman, » continua Fritz. « J'aurais tant aimé te rendre un jour tout ce que tu as fait pour moi. J'aurais voulu que tu me voies devenir quelqu'un. Tu comprends, maman? J'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. »« Que veux-tu que nous devenions sans toi, maman ?» demanda Anthony en marchant vers la fenêtre. « Où veux-tu que nous allions? Tu nous as emmenés dans cette cabane, alors tu vas y rester avec nous. Nous n'avons personne à part toi, maman. Personne d'autre ne nous élèvera aussi bien que toi. » Daniel aurait bien voulu apaiser ses enfants en leur parlant de Manuel. Cependant, non seulement les sanglots lui étranglaient la voix, mais de plus, elle ne trouvait pas les mots. « Ne pars pas, maman, » murmura Anthony, toujours à la fenêtre. « Je t'en supplie. Ne nous laisse pas seuls dans ce monde où nous n'avons aucun soutien. Il n'est pas question que tu nous quittes, maman, » se révolta Fritz en se rejoignant sa sœur à la fenêtre. « Si tu meurs, alors je meurs avec toi. »« Ne raconte pas de bêtises, mon fils, » fit enfin Daniel en 2 sanglots. « Le Seigneur est avec nous et il, Seigneur, » c'était bien le dernier mot qu'Anthony voulait entendre. « Maman, épargne-nous ton Seigneur pour une fois, veux-tu ?» hurla-t-elle. « Il faut être complètement naïf pour croire qu'il s'intéresse à nous et nous l'avons assez été comme cela. Où est-il ton Seigneur quand nous avons besoin de lui? Notre avenir est des plus flous. Nous passons de malheur en malheur et il ne lève jamais le petit doigt pour nous aider. N'importe qui se serait tiré d'une tumeur au cerveau et ton Seigneur permet tranquillement que tu y restes. Il ne s'intéresse pas à nous, alors laisse-le où il est. » Anthony n'aurait jamais parlé à sa mère sur un ton aussi haut si la colère et le désespoir ne l'avaient aidé. « Rends-toi à l'évidence, maman, » enchaîna Fritz, « il n'existe pas ton Seigneur. » « Bien sûr que si, Fritz, » insista la mère. « Il existe et c'est grâce à lui que vous irez vivre chez Manuel. C'est avec toi que nous voulons vivre et personne d'autre, dit Anthony. Je n'en ai plus pour longtemps, mon enfant. Il faut que tu l'acceptes et que tu l'acceptes maintenant. Sinon, ce n'en sera que pénible pour toi. Manuel Idriss veut que vous viviez chez lui tous les 3 et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je croyais qu'il s'appelait Michael, protesta le garçon. Manuel est le frère aîné de Michael. Il vit à Doré, aux îles Pifritos. Et vous savez comme moi que c'est le paradis sur terre. Daniel avait habilement détourné la conversation vers un sujet plus gai, mais Anthony ne l'écoutait déjà plus.
pour elle, la réalité était restée la même. Sa mère s'en irait bientôt pour toujours au moment même où elle avait plus que besoin de ses soins, de ses conseils, de sa compagnie. Aucun paradis sur terre, aussi enchanteur soit-il, ne lui enlèverait cela de l'esprit. Fritz, quant à lui, s'était laissé aller à rêver des îles Pifritos et inconsciemment, son chagrin s'était momentanément dissipé. « Je suis un homme maintenant, maman, confia-t-il, ne manquant jamais aucune occasion de s'affirmer. Je peux t'assurer qu'à nous trois, nous serons de vrais vainqueurs. Nous nous en sortirons parfaitement sans l'aide de grand-mère ou de n'importe lequel de tes amis aussi, Idriss soit-il. » Les larmes qui inondaient maintenant le visage de Daniel trahissaient plutôt un certain apaisement, un réconfort naissant. Pourtant, ces mêmes paroles de Fritz trouvèrent profondément Anthony, la ramenant de plus en plus à la dure réalité. « Manuel n'est pas une simple amie, protesta Daniel, il est. Manuel est ton père, Fritz. » Les enfants levèrent de grands yeux surpris vers leur mère. La nuit tombait lentement sur la petite ville. Dans la chambre d'hôpital, les scènes sous les yeux trahissaient un manque de sommeil et une abondance de larmes. En dehors de Ludovic qui dormait paisiblement, tout le monde guettait la sonnerie du téléphone. Il était plus de 11 heures et toujours rien. Les lieux baignaient dans un silence absolu. Daniel, dans son fauteuil roulant à côté du téléphone, remarqua qu'elle perdait petit à petit l'usage de son œil gauche. D'ailleurs, le bras et la jambe gauche lui paraissaient soudain très lourds, comme s'il s'agissait des membres d'un autre corps. Il était 11h16 quand le téléphone sonna enfin. « Oui, allô ?» dit Daniel. « Allô, Dan, c'est Manuel. Comment te sens-tu ?» « De mal en pire, Manuel. » Il fallait s'y attendre et tout le monde le savait. N'était-elle pas appelée à mourir? « Je suis vraiment désolée, Dan. J'aurais pu t'appeler plus tôt, tu sais, mais je n'ai pas pu me libérer aussitôt que je le prévoyais. Ce n'est pas bien grave, Manu. Nous aurions attendu jusqu'au matin s'il le fallait. Alors, ta femme, tout est arrangé, Dan. Elle est d'accord à partir de demain. Je m'occupe des formalités de l'immigration. Comment une femme pouvait-elle accepter aussi facilement l'arrivée dans sa maison de 3 enfants qu'elle n'avait jamais vus? Manuel ne mentirait-il pas un peu? Daniel préféra ne pas y penser. France est là? France non, mais Fritz, oui, rectifia Daniel. Oui, pardon, Fritz. Dois-je le mettre au courant de la situation ou l'as-tu déjà fait? C'est fait, Manuel. Je peux lui parler alors? La jeune femme leva les yeux vers son fils et lui tendit le combiné. Elle remarqua alors que tout le monde avait le regard fixé sur elle. Fritz, ton père voudrait te parler. Le garçon saisit le combiné et le colla à son oreille. Allô? Fit-il, le cœur bondissant d'émotion. Allô, bonsoir Fritz. Comment vas-tu? C'est donc à cela que ressemblait la voix de son père. Machinalement, l'esprit du jeune garçon imagina un visage et le colla à la voix. Fallait-il dire bien papa ou bien monsieur? Bien, répondit-il tout simplement. Est-ce que maman t'a parlé de moi? Oui, monsieur, cet après-midi. Manuel éclata de rire. Mais non, Fritz, pas monsieur, mais papa. Évidemment, c'est encore un peu difficile pour toi. Tu peux ne rien dire, mais ne répète surtout pas monsieur. Bien. Tu sais, je voudrais que tu viennes vivre ici aux îles Piphitos avec moi. J'ai une très grande maison avec des tas de chambres et tu pourras en prendre une avec vue sur la mer. Cela te plairait? Oui, monsieur, je vais dire oui. Cela me ferait tellement plaisir que tu m'appelles papa. Ton oncle Michael m'a dit que tu me ressemblais comme un sosie. Tu comprends que j'ai hâte de te voir. Et puis, il a dû te faire savoir que tu avais des sœurs ici. Elles s'appellent William et Cédric et elles sont impatientes de te rencontrer, elles aussi. Aimerais-tu les connaître? Oui. Alors tu restes avec maman jusqu'au moment où, enfin, je vais dire, je comprends très bien. Bon, après je t'envoie le nécessaire pour que tu me rejoignes. L'idée te plaît? Vous oubliez Anthony et Ludovic, monsieur. Comment avais-tu pu les oublier? Non. Je ne les oublie pas, Fritz, mentit le père. Vous vivrez ici tous les 3. Dans ce cas, l'idée est merveilleuse. Je suis très content de t'avoir parlé, mon fils. Moi aussi, mon papa.
Manuel poussa un petit rire avant d'ajouter. Tu m'as l'air adorable, Fritz, comme tous les Idriss. Je sens qu'on va s'entendre comme la main et le gant. Allez, passe-moi ta mère maintenant. La semaine tout entière fut pénible pour Daniel. Son état s'empirait de jour en jour, elle maigrissait à vue d'œil et il aurait suffi de la déshabiller pour compter ses os. Autour d'elle ne cessait de couler des larmes de désespoir. Cela faisait maintenant plusieurs jours qu'elle était dans le coma, les yeux complètement immobiles et, plus creusés, la moitié du corps paralysé à jamais. La pauvre. Dit qu'il y a quelques jours encore, elle se plaignait de ses violentes douleurs à la tête. À présent, elle avait même perdu l'usage de la parole. Comment savoir alors ce qu'elle ressentait? Comment lui venir en aide? Était-ce encore nécessaire de poursuivre les soins? Les médecins savaient que le compte à rebours avait commencé. Erika l'avait compris aussi. Va en paix, ma fille, répéta-t-elle souvent au milieu des sanglots. Aucun savant n'avait jamais eu assez de génie pour inventer la minutomètre. Cet appareil qui aurait servi à mesurer le reste de la vie de Daniel. Les enfants, quant à eux, s'étaient réfugiés dans leur chambre d'hôtel. Ils ne trouvaient plus le courage d'aller à l'hôpital. Voir leur mère dans cet état les affectait profondément. Anthony en était même arrivé à parler de suicide. Mais sa grand-mère lui avait aussitôt effacé cette idée de l'esprit. « Tu répètes cela encore une fois et c'est moi qui te tue », avait-elle menacé. Ce matin-là, la chambre d'hôtel était silencieuse. Ludovic, dans le grand et luxueux lit, dormait profondément et sa grand-mère, en le regardant, ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour son avenir. Anthony se balançait dans un fauteuil à bascule, fredonnant un air triste en pensant à sa mère, les larmes plein les yeux. Fritz, au balcon, n'avait pas dit grand-chose depuis quelques jours et fixait le vide, toujours de la même façon, le moral à zéro. Le profond silence fut soudain troublé par de faibles coups frappés à la porte. Un médecin ou un employé de l'hôtel était certainement venu annoncer la mauvaise nouvelle. Erika, qui était plus près de la porte, se leva, mais une fois la poignée de la porte en main, elle hésita à la tourner. Elle passa le revers de la main sous ses yeux pour effacer les larmes, aspira une bouffée d'air comme pour se motiver et tourna enfin la poignée de la porte. « Bonjour, Madame Viaspo. » Mais, bien sûr qu'elle le connaissait. Maintes fois, elle avait vu son visage dans les journaux. Il semblait alors bien plus jeune. Erika n'eut pas besoin de son imagination pour savoir que c'était Jacques Biva. Il était là, debout devant elle, attendant une réaction. Il avait vieilli maintenant. Le dos courbé et les mains tremblantes, il regardait la femme avec des yeux presque suppliants, comme un enfant surpris par ses parents en pleine bêtise. « Il n'y a pas de place pour vous ici, » lança sèchement Erika Viaspo. « Nous ne voulons pas de vous et de toute façon, vous vous êtes dérangé pour rien. Nous comptions déjà changer d'hôtel. » Jacques Biva émit un petit rire honteux. Non, il n'était pas venu les expulser de l'hôtel mais leur parler. « Vous n'avez absolument pas besoin de changer d'hôtel, rassura-t-il. D'ailleurs, le moindre franc que vous avez déboursé ici vous sera remboursé. Je m'en chargerai personnellement. » Cela représentait une importante somme d'argent qui pouvait servir pour l'enterrement de Daniel et Erika se laissa presque tenter. « Nous n'en avons pas besoin, finit-elle par lancer. Partez d'ici, allez-vous-en. » « Qui est-ce, grand-mère » demanda Anthony. « Ce n'est rien, ma chérie, répondit la vieille femme, il s'en va. « Je voudrais leur parler, Madame Viaspo, insista Jacques. S'il vous plaît. Ils ne sont pas là, vous êtes sourds? Laisse, grand-mère, calma Anthony qui s'était finalement levé, je vais lui parler. Fritz, c'est pas. Elle s'arrêta et regarda le vieil homme dans les yeux. Avant de poursuivre, c'est Monsieur Biva. Je n'ai rien à lui dire, lança Fritz du balcon. Jacques Biva avait effectivement renoncé au privilège d'être appelé papa. Anthony ferma la porte derrière elle et s'y adossa en levant vers son expert un regard ferme. « Je suis content de te voir sur pied, commença-t-elle. J'avais appris que tu étais dans un fauteuil roulant. Anthony, ma chérie, viens dans mes bras. Sois gentil, ne m'appelle pas ma chérie ou mon ange, ou quoi que ce soit du même genre, déclara la jeune fille d'un ton calme et ferme. Sans même faire le moindre pas vers les bras ouverts devant elle, Anthony suffira. Tu sais, je suis vraiment désolée pour tout ce que je vous ai fait.
Avoua, monsieur Biva, j'ai vraiment honte de moi, mon ange. Anthony, rectifia la fille. Anthony, pendant tous ces mois, j'ai cherché sans cesse à vous revoir. Si j'avais su que vous étiez dans cette forêt près de la capitale, je vous aurais envoyé chercher. Mieux encore, je serais venu moi-même vous supplier de revenir à la maison, votre maison. Il était sincère et elle le sentait. Jamais elle ne l'avait vu aussi peiné. Il s'était toujours montré gentil et attentionné, mais intransigeant et inébranlable. Anthony découvrait un autre aspect de lui qu'elle n'avait jamais soupçonné et cela lui soutira quelques larmes. Cela aurait été bien inutile, répondit Anthony en pleurant doucement. Nous avons là-bas une petite cabane de chasse dans laquelle nous vivons merveilleusement bien. Fritz est devenu un chasseur habile et moi, une commerçante avisée. Tu vois, nous n'avons plus besoin de grandes maisons ou de voitures luxueuses ou même de beaucoup de millions. Nous sommes de braves villageois et nous nous débrouillons très bien. C'en était trop et Jacques Biva se mit à verser des larmes lui aussi. Ne dis pas cela, ma chérie, cria-t-il. Vous êtes mes enfants. Quoi qu'il arrive, et vous méritez mieux que cette ville-là. Tout ce qui est Biva dans cette ville vous appartient. Les maisons, la clinique, cet hôtel, les entreprises, tout est à vous, mes enfants. Vous êtes mes héritiers. Vous me manquez terriblement, Anthony, je t'en supplie. Reviens à la maison, sinon j'en mourrai. Je n'en peux plus, Anthony, je n'en peux plus. Les sanglots de Biva émurent davantage Anthony qui faillit lui sauter au cou, mais elle s'en garda. Ils n'étaient plus des amis. Revenez, je vous en supplie. Revenez, supplia toujours monsieur Biva. J'ai besoin de toi, Anthony. J'ai besoin de Fritz et de Ludovic. Vous êtes ma chair et mon sang. Je vous en prie, ne me laissez pas tomber. Je ferai ce que vous voudrez, mais je vous en supplie, ne repartez pas dans cette cabane, je vous en prie. Monsieur Biva pleurait maintenant tellement fort que des têtes sorties des chambres apparaissaient dans le couloir. Il y en avait même qui le prenaient en photo. On chuchota de partout, ce qui n'empêcha pas Anthony d'entendre distinctement la sonnerie du téléphone dans leur chambre. Tu nous as fait beaucoup de mal, papa, avoua Anthony, toujours en larmes. Et tu continues de nous en faire. Pourquoi as-tu fait emprisonner Serge Gothard pour un crime qu'il n'a pas commis? Dans le couloir, les murmures s'amplifiaient à cette révélation et les têtes se firent plus nombreuses. Je le ferai libérer, chérie, je te le promets. Anthony entendit soudain hurler sa grand-mère et elle rentra précipitamment dans la chambre. Elle la trouva qui serait très fort Ludovic et Fritz dans les bras, tous les trois pleurant à tout rompre. Dany, oh mon Dieu, Dany, se lamentait la vieille Viaspo. Anthony et M. Biva qui l'avaient suivi comprirent tout de suite ce qui se passait. Non, Seigneur, pas cela, murmura Anthony, pas ma mère. Sans s'en rendre compte, la jeune fille se réfugia dans les bras de son ex-beau-père et y pleura un moment avant de se ressaisir et de le quitter pour aller serrer sa grand-mère et ses frères, tous profondément déchirés par la douleur. Jacques Biva était tellement inutile qu'il se sentit obligé d'intervenir. « Soyez tranquille, je m'occupe de tout, hasarda-t-il. Personne ne prêta attention à ses dires. Erika était occupée à embrasser ses petits-enfants dans les cheveux et ceux-ci laissaient libre cours à leur chagrin. Jacques Biva tira soudain un chéquier de la poche intérieure de sa veste et y griffonna rapidement un montant avant de tendre un chèque à Erika. « Je vous en prie, prenez ceci, implora-t-il comme pour prouver sa bonne foi. Vous en aurez peut-être besoin et si ce n'est pas assez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bien sûr, que c'était insuffisant. Il fallait beaucoup plus que cela pour redonner la vie à Daniel. Erika lâcha les enfants et saisit le chèque qu'elle examina un petit moment avant de le déchirer. « Allez-vous-en, hurla-t-elle. Nous ne voulons pas de votre argent. Je n'ai pas l'habitude de toucher à quelque chose de sale. Ma fille aurait pu être sauvée si la maladie avait été détectée plus tôt. C'était il y a quelques mois et elle avait alors besoin de votre argent. Seulement, à ce moment-là, vous étiez plutôt occupé à la chasser de votre vie. Vous êtes ignoble, monsieur Biva. Vous êtes sans cœur. Sortez d'ici et ne vous approchez plus jamais de nous. » Le vieil homme resta un moment figé sur place à pleurer en silence. Jamais parole ne lui avait fait tant mal. La femme avait raison. Il était ignoble et sans cœur. Lui-même s'en rendait maintenant compte. Il ne réagit plus face à l'agressivité d'Erika Viaspo, tellement le remords pesait lourd sur ses épaules affaiblies par l'âge. « Allez-vous
donc sortir d'ici, monsieur Biva, insista Erika. Jacques Biva plongea lentement la main dans une poche de son pantalon et en tira une mini-cassette. Elle sortait certainement de son répondeur téléphonique. Il marcha lentement vers Anthony et lui tendit l'objet sous le regard interrogateur de toute la famille. La dernière chose que je te demande, Anthony, confia-t-il en versant encore des larmes, c'est d'écouter cette bande quand tu en auras le temps. Comme elle le regardait sans rien dire, il ajouta: Prends-la, s'il te plaît. Anthony hésita un long moment, passant ses yeux larmoyants de l'objet à l'homme qu'elle avait tant aimé, le père qu'elle avait tant chéri. Elle allongea finalement la main et saisit la mini-cassette. Jacques Biva se retourna alors et quitta la chambre de sa démarche lente. Il rejoignit en bas sa limousine qui l'attendait et ordonna à son chauffeur de le conduire directement à la clinique. « Quelque chose ne va pas, monsieur ?» s'inquiéta celui-ci en voyant son patron les larmes aux yeux. Monsieur Biva avait l'impression que son cœur ne tarderait pas à l'abandonner. Non, c'était plutôt le foie ou peut-être la tête ou alors tout simplement les poumons qui étaient en feu. Seul le docteur Boulon pourrait le renseigner. Le vieillard se surprit à se souhaiter tous ces mots afin de mourir tranquillement dans sa voiture. Pourtant, il roulait tout droit vers le médecin. Ainsi s'achève notre chapitre 8. Oh là là, quelle tristesse! Je n'ai pas pu lire ce chapitre sans verser des larmes. Que c'est triste, quel triste destin. Je ne sais pas, comme je l'ai dit tantôt, si c'est le karma. Pour Daniel Viaspo, je n'en sais rien. Car quand on y repense bien, à cause de l'amour à son jeune âge, 20 ans, elle n'était pas aussi jeune, je vais dire qu'elle était quand même mature, mais elle a accepté de suivre le petit ami qu'elle suivait à l'époque, de mentir sur son propre père, celui-là même qui l'a engendré, de l'accuser de viol et le laisser en prison pendant 12 ans avant qu'elle ne puisse revenir sur sa parole. Le pauvre monsieur a passé 12 longues années de sa vie en prison. Ensuite, cette histoire n'a pas fait long feu. Elle s'est terminée aussi soudainement qu'elle avait commencé. Elle s'est retrouvée avec un enfant sous les bras, a rencontré un autre homme de bonne famille qui était avec lui, mais plutôt sa mère lui rendait la vie dure. Elle a préféré partir à 7 mois de grossesse. Ensuite, elle a fait son deuxième enfant qui était Fritz. Elle se débrouillait tant bien que mal. Elle a croisé le chemin de Monsieur Biva. Mais comment comprendre? C'est vrai, rester avec un homme peut-être qui n'est plus viril, mais vivre avec quelqu'un, l'amour ne réside pas seulement sur la virilité. C'est ce que je m'évertue toujours à dire à certaines personnes. Car lorsqu'on dure longtemps avec quelqu'un, à la longue, ce n'est plus la virilité qui prime, en fait. C'est le fait de rester avec la personne, de rester proche, de se faire des câlins, de s'entendre, d'avoir quelqu'un à qui se confier, quelqu'un à qui parler, ne pas être seul. Quelqu'un qui partage les rêves. Car dans la vie, il n'y a pas seulement que la virilité, il y a d'autres choses aussi qui existent qui font que un homme et une femme peuvent rester ensemble et vivre une vie de joie, de bonheur et d'amour. Mais elle a poussé le culot jusqu'à tromper son propre mari dans sa propre maison avec un employé. Monsieur Biva, rentré d'une mission, les surprend, la main dans le sac, en plein débat amoureux. Ce que je reproche à Monsieur Biva, c'est de régner les enfants. Car les enfants n'y étaient pour rien. C'est vrai, il y avait la colère, il y avait tout ce qu'il avait pu ressentir, mais j'aurais été à sa place, j'aurais laissé ses innocents et peut-être me séparer de la maman ou bien, malgré qu'on se sépare, prendre en charge les enfants puisque c'est elle qui allait avoir la garde des enfants et m'occuper d'eux financièrement et pas les renier. Mais il a fait fi de tout cela, dans la colère, il les a reniés. J'avais pensé que peut-être après un mois, il allait revenir sur sa décision, mais non. Mais là, après avoir fini de lire ce chapitre, j'ai compris que il avait passé plutôt des mois à les rechercher, mais il ne pouvait pas les trouver puisque il vivait dans une cabane au plein fond d'une forêt. Que c'est triste cette histoire. Voir Daniel lutter contre la mort et perdre ce combat-là m'a fait énormément de peine. Et je me demande, n'est-ce pas le prix de toutes les erreurs qu'elle vient de payer par sa mort? Quand je repense à ses enfants, ces 3 êtres chers qui ont tellement souffert, qui ont trimé, qui ont espéré et qui ont même perdu cette confiance en Dieu car il se trouve qu'ils pensent que Dieu les a abandonnés. Je finis par comprendre
Parce que je l'ai toujours dit, lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on entame une relation amoureuse, que ces géniteurs ne sont pas d'accord, mieux vaut sursoir cette relation, car il n'y aura rien de bon à la fin. Et je l'ai compris avec même ma propre sœur qui a vécu cette histoire. Lorsque les parents ne sont pas d'accord pour une relation, mieux vaut arrêter là cette relation et faire fi de ça et prendre sur soi et continuer sa vie. Car à la fin, il y aura toujours malheur au bout du chemin. Et vous, que pensez-vous de cette histoire de Daniel? Compatissez-vous pour elle, pour les enfants ou pour monsieur Viaspo? Monsieur Biva du moins? Êtes-vous d'accord avec le comportement de monsieur Biva? J'aimerais qu'on interagisse après la lecture d'un chapitre d'un roman afin qu'on puisse créer une activité autour de ce roman, c'est-à-dire afin qu'on puisse rendre ce roman encore plus attrayant. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bye!